Voilà. Alors, comme je ne suis pas très bonne en technologie, j'espère que vous m'entendez. C'est bon. Alors, un immense merci. Je souhaiterais vraiment, nous souhaitons remercier vraiment Christian David, qui nous a permis aujourd'hui de faire cet événement aujourd'hui. Donc, un grand merci à Christian David et aux Nations Unies de pouvoir nous accueillir dans cette magnifique salle pour cet événement spécial de notre lancée de collection de ce jour. Un grand merci à l'équipe de Django Music, Jang et Django Music. Ah voilà, j'ai cherché. Elle est magnifique. Elle est avec Marco Leopoldo. Donc Django, pour ceux et ceux qui ne la connaîtraient pas, ça m'étonnerait. Elle a été premier violon, premier violon à l'orchestre de Monaco. Elle a même fait ses études à Lausanne, donc la Suisse est un pays qu'elle connaît très bien. Elle vit entre Paris, Monaco, et puis elle se déplace beaucoup avec son équipe. Ils font des concerts un peu partout dans le monde. Elle est extrêmement engagée dans l'écologie. Elle connaît très bien Nicolas Hulot, que l'on remercie aussi, mais pas tout de suite parce qu'il aura un petit peu de retard, mais il arrive. Donc on va quand même commencer, avant qu'il arrive, on commencera quand même un petit peu. Donc elle le connaît très bien, peut-être qu'ils raconteront les circonstances de rencontre aussi à Monaco et ailleurs. Donc elle est très engagée. Donc merci énormément de venir aujourd'hui nous honorer de votre présence et pour nos oreilles des compositions qui nous feront un petit peu rêver. Quand on parle de politique et de spiritualité, on ne peut pas le faire sans musique. Donc un grand merci à eux, un grand merci à nos conférenciers. François Evé, merci d'être là aujourd'hui, avec interviewé par Catherine Erard. Je vous expliquerai un peu le programme. Merci à Iwan Asnaoui. Iwan donc, qui est là. Merci beaucoup. Merci à Dominique Bourg, présidé du conseil scientifique de la Fondation Zoën. Merci à vous, public, d'avoir bravé toutes les difficultés techniques pour arriver à s'inscrire et arriver à être là aussi aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'être venus, toutes et tous. Et puis merci à la fabuleuse équipe de Zoën. Ça ne serait pas possible ce genre de journée, d'événement. Tout ce qu'on organise, ce n'est pas le fait d'une ou deux personnes, c'est vraiment une équipe. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir une équipe incroyable. De jeunes, de moins jeunes, mais une équipe ensemble soudée qui permet d'avancer. Merci bien évidemment aux bénévoles que vous voyez avec leur badge aussi un petit peu de partout et qui tout à l'heure feront aussi le passage pour les questions. Alors quelques mots sur le déroulé de comment ça va se passer cet après-midi. Donc vous l'avez vu, 3 différentes sessions thématiques autour de la spiritualité. Donc je commencerai tout à l'heure avec un interview d'Iwan Asnaoui, suite à la sortie donc, de son premier livre de cette collection Nouvelle Terre. L'entretien va durer à peu près 20 minutes avec cette traduction. Et puis, on a décidé de garder 10 minutes de questions pour que vous puissiez poser aussi vos questions, intervenir. Donc 10 minutes d'échange si vous le souhaitez. Et après cette session, Jang et son équipe Django Music viendront nous permettre de faire une transition pour souffler, s'élever, s'aérer avant la deuxième séquence qui sera donc François Evé, donc théologien, et Catherine Erard qui font donc également une deuxième séquence sur le même format, 20 minutes, 10 minutes de questions. À nouveau un petit moment musical. Avant d'écouter donc Nicolas Hulot et Dominique Bourg en entretien sur un format un poil plus long, peut-être 5-10 minutes de plus, pour qu'il n'y ait pas un format trop court non plus. Et là encore, vous aurez l'opportunité de pouvoir poser vos questions. Évidemment, on terminera en musique. Alors là, on aura un moment un peu plus long pour terminer en musique, sur cette touche indispensable. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions déjà? Ça va? Ça vous paraît clair? C'est bon? Ok. Alors le but de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le lancement donc, de cette collection aux presses universitaires françaises que nous co-dirigeons avec Dominique Bourg, qui s'appelle Nouvelle Terre. Et peut-être pour vous donner une idée de la collection, je vais peut-être juste vous lire le petit synopsis qu'on va donner à chaque fois dans chaque ouvrage. Et voilà ce qu'on a écrit comme texte. Ça commence en expliquant que les temps de l'arrogance occidentale sont terminés. Les connaissances technoscientifiques dont nous étions si fiers n'ont empêché ni l'empoisonnement de notre environnement, ni la menace climatique, ni l'effondrement du vivant, ni l'affaiblissement des démocraties, ni un sentiment diffus et général de perte de sens. Il nous faut inventer des manières plus solides et durables d'habiter la Terre.
Et pour inventer ensemble notre monde, nous avons beaucoup à apprendre des autres, dans le respect mutuel et avec l'humilité nécessaire. Dans cette collection s'expriment à la première personne des témoins aux origines géographiques et aux parcours culturels très différents. Donc en une phrase, l'idée c'est aussi de mettre à l'honneur les savoirs ancestraux, non pas pour les singer, mais pour les mettre en parallèle et en lumière en les mêlant à nos savoirs d'aujourd'hui, modernisés, dans un contexte effectivement de néolibéralisme, enfin d'extraction et un moment où nos forêts brûlent, en essayant d'inventer ensemble un nouvel imaginaire. Dominique, tu vas ajouter quelque chose et puis nous parler peut-être un peu de spiritualité pour qu'on soit sûr du terme avant d'aller plus loin dans le débat. Très rapidement. Alors, pour compléter un petit peu la présentation de la collection, vous savez que et le GIEC et l'IPBES, c'est-à-dire son équivalent pour la biodiversité, appellent au maillage entre nos savoirs, nos techniques, les modes d'être, les modes de vie, les savoirs des peuples premiers. Et pour nous, c'est très important parce que cette collection, on l'ouvre un peu dans cet esprit. Il ne s'agit pas de singer autrui ou d'autres cultures, mais il s'agit en quelque sorte de régénérer la nôtre avec le maillage, avec ces peuples premiers qui aujourd'hui jouent un rôle déterminant pour préserver ce qui existe encore de biodiversité. Ça, c'est le premier propos liminaire. Deuxième propos, si vous voulez, nous sommes dans une époque quand même relativement bizarre. Vous avez remarqué qu'on s'ingénie à élire des personnalités borderline, un peu mafieuses d'entournure, racontant à peu de choses près n'importe quoi, et s'efforçant avec une détermination extrêmement forte de détruire tout ce qui relève de la protection de l'environnement. Et au même moment, vous avez des enfants qui incarnent la voie de la sagesse. Donc vous voyez bien que nous ne sommes pas dans une époque tout à fait ordinaire, nous sommes dans une époque très curieuse, une espèce de chaudron où toutes sortes de choses se mélangent. Ce qu'il en sortira, je ne le sais pas, mais on voit ça émerger de partout. Alors, tout de suite, gardons-nous, si vous voulez, de certains simplismes pour ne pas dire plus. D'aucuns pensent qu'il suffirait de réunir 100 chamans pour qu'on terrasse l'effet de serre. Alors je vous dis tout de suite, si c'est ça que vous entendez par spiritualité, il vaudrait mieux sortir de cette salle. Parce que c'est complètement absurde. Souvenez-vous ce qui est arrivé aux Amérindiens quand ils ont été au contact de nos microbes. Une grande partie sont morts, chamans compris. Ensuite, ceux qui sont restés ont été convertis, réduits à l'esclavage, etc. Alors, arrêtons de fantasmer. La spiritualité, ça ne se substitue pas à la réalité. Ça permet probablement de tenir debout face à une réalité mouvante et très difficile. Et pour ce faire, il me semble extrêmement important de bien distinguer ce qu'on appelle spiritualité de ce qu'on appelle religion. Ce sont les spiritualités qui sont premières, les religions, c'est leur institutionnalisation, si vous voulez. Et puis on peut donner différents sens au mot spiritualité. Pour ma part, j'essaie de distinguer, je ne vais pas le reprendre ici, un sens ontologique et un sens plutôt en termes d'accomplissement, de réalisation de soi. En essayant de montrer que dans l'histoire, eh bien, les deux fonctionnent toujours de concert. Quand l'un évolue, l'autre évolue aussi. Et donc en ce sens-là, la spiritualité a à voir avec le fondement des sociétés, et ce n'est donc pas un hasard si aujourd'hui nous connaissons cette espèce de chaudron avec des piments bizarres. Parfois ça sent mauvais, parfois ça sent très bon, et l'histoire décidera de l'issue de tout ça, et notre collection, c'est une petite contribution. On introduit un certain nombre d'ingrédients dans le chaudron sans savoir exactement le plat qu'il va en sortir. Mais on sait à l'avance que certains nous les récuseront. Voilà, merci de votre attention. Alors avant de débuter l'interview avec Iwan Azeri, je crois qu'il est important de resituer un petit peu le contexte de
ce pays souvent méconnu, pour comprendre quand même le cadre dans lequel va se passer le débat. Donc je prendrai quelques minutes avant de commencer l'interview pour revenir un petit peu sur le contexte politique, religieux, spirituel de l'Indonésie. Donc effectivement, c'est un pays dont toute l'histoire politique, la spiritualité est souvent méconnue en Europe. Et le fait est que pour comprendre aujourd'hui les défis écologiques auxquels le pays est confronté, les forêts qui brûlaient faisaient la une du New York Times, vous voyez le président Joko Widodo aussi tout à l'heure, qui pleurait devant ces forêts. Donc pour comprendre ces défis écologiques aujourd'hui, il importe vraiment de se replonger un peu dans son histoire, dont justement ce président Joko Widodo se veut la relève dans une forme de vent de renouveau. Alors quelques chiffres. Culturellement, l'Indonésie, c'est quoi? C'est 77 langues parlées, reconnues à travers 18 000 îles et plus de 400 dialectes identifiés entre les communautés et les clans. Donc voilà. Politiquement, c'est le président Sukarno qui a mené le pays à l'indépendance après la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'on oublie peut-être aussi, c'est après 400 ans de colonisation néerlandaise. Et le président a vraiment essayé de faire, le président Sukarno, qui est encore une figure emblématique, il a essayé de faire de cette diversité une force. Le 17 août 1945, il prononce un discours fondateur devenu un symbole de résistance pour les pays colonisés à l'époque et pour tous les Indonésiens. Ce discours, c'est le Pancasila. Au-delà de l'existence de différentes ethnies, le nationalisme est revendiqué très fortement également dans ce discours. Donc si le pays, ça c'est plus connu, est à 90% musulman, il est quand même fondamental de préciser que toutes les grandes religions sont reconnues par l'État, faisant du Pancasila une doctrine officielle au-dessus des religions. Et donc, il s'agit de conserver par-dessus tout, c'est une obsession chez les Indonésiens, l'unité dans la diversité. Et c'est ce qu'a su habilement construire Sukarno, qui fait aujourd'hui encore vraiment cette figure de père de la nation. Car depuis le 8e siècle, l'Indonésie a connu différents clans, différentes religions qui se côtoient et qui se remplacent progressivement, mais de manière très pacifiée. Le fanatisme religieux, souvent auquel réduisent les médias le pays, n'est absolument pas une constituante du pays, bien au contraire. Les quelques fanatiques disséminés à travers le territoire sont apparus uniquement après le 11 septembre. Et depuis, ils sont traqués par l'État, ils sont interdits aussi de politique. Donc la plupart des musulmans indonésiens sont dits traditionnalistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils conservent leurs croyances et leurs pratiques des religions qui les ont précédées, c'est-à-dire respectivement l'animisme, le bouddhisme, l'hindouisme. C'est comme ça qu'à Bali, la dernière île, vous avez des hindous bouddhistes. Pourquoi supprimer des temples pour faire des mosquées? Vous avez également des temples mosquées qui peuvent exister. Et là, ça permet de comprendre, ça fera aussi le lien. Vous voyez, la guerre civile qui a dévasté le pays après l'ère Sukarno en 1965, elle est d'origine politico-militaire, avec de grands enjeux économiques à la clé, des enjeux passés, des enjeux présents, qui impliquent l'Occident, en particulier les États-Unis, à l'affût de mines d'or, présents sur le sol indonésien, que leur avait jusqu'ici toujours fermé le président Sukarno. Un élément d'histoire, une nuit qui fait rage, et qu'il faut connaître, qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre l'histoire politique du pays. À l'automne 1965, le général Suharto s'empare du pouvoir dans des circonstances non encore élucidées et dans un contexte mondial de guerre froide, en invoquant une machination communiste, pourtant improbable quand on sait que le président était en très bon terme avec les communistes, donc une bonne partie de son pays, et qui représentait la troisième force politique du pays. Le film L'année de tous les dangers retrace ce massacre civil, et notamment de la communauté chinoise. Durant 3 décennies, exactement 32 ans, de 64 à 98, le gouvernement Suharto a fait des carnages dans la population. Et des carnages dont la population porte encore les stigmates, avec plus de 3 millions de personnes tuées, emprisonnées, assassinées.
Aujourd'hui encore, le mot communiste est un mot tabou en Europe. Même Iwan ne peut pas prononcer à l'heure actuelle. Officiellement, il n'y a pas parti écologique. On ne s'affiche pas socialiste. Au-delà, c'est encore un mot tabou. En Europe, loin de s'en offusquer, cette propulsion au pouvoir est perçue à l'époque, au contraire, de Suharto comme quelque chose de très positif. Elle est applaudie. Évidemment, elle se défendait contre une menace communiste. Donc le contexte est important. Et dès son arrivée au pouvoir, les USA vont rentrer dans l'économie du pays et deviennent propriétaires de mines d'or, entre autres. C'est aussi à ce moment-là que commencent les problèmes avec le Timor-Est, avec la déforestation. Parallèlement, des pans entiers de forêt vont brûler. C'est l'ère de ce qu'on va appeler pendant près de 30 ans le capitalisme de connivence et la corruption galopante. Ce n'est donc qu'en 1998 que l'ère Suharto va s'arrêter, avec notamment cette fois-ci des étudiants, ils étaient déjà avant, mais qui n'en peuvent plus, un mouvement citoyen qui s'élève et des étudiants assassinés. Un lourd héritage politique dont hérite le président actuel, Joko Widodo. Donc un héritage avec lequel il est important de comprendre qu'il faut compter. Et puis parmi les activistes qui ont combattu le régime militaire, Iwan Asnawi représente une figure emblématique. Il est né dans la forêt indonésienne sur l'île de Sumatra. Il a été élevé en partie par ses grands-parents, à la fois agriculteurs et guérisseurs, quand son père lui-même a été emprisonné, plus d'une année, sous le régime militaire de Suharto. Juriste, il a fait des études de droit, Georgia Kappa. Il a été activiste pendant de longues années, en prenant des pseudos. On ne trouvait pas grand-chose sur lui là, forcément, parce que c'était très dangereux aussi à l'époque. Mais il y a des photos, il y a son nom dans pas mal de revues de presse et de bibliothèques encore en Indonésie. Il est aujourd'hui, comme vous voulez, guérisseur, thérapeute, ce qu'on veut, en tout cas en Suisse, où il habite depuis 25 ans, où il est exilé. Et il nous aide, à travers sa propre histoire, à comprendre le lien, précisément, entre syncrétisme, écologie et politique. À travers son histoire, c'est l'histoire de tout un peuple qu'on peut retracer. Donc Iwan est l'auteur de ce premier livre de la collection, L'Esprit de la jungle. Et donc, merci beaucoup, merci à lui d'être présent aujourd'hui et de pouvoir répondre à ces questions. Donc, j'ai le droit de parler en français. Iwan, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous avez grandi dans la forêt en Indonésie? Well, I grew up in a little jungle, let's put it that way. It's belonged to my grandparents, side of my father. So I born in Jakarta, just very early of my life, but we had to move from capital of Indonesia to the place where my grandparents lived, because military put my father in the jail. So me, my sister, and my second sister is still inside my mother. It's like my mother was pregnant. So I kids, I don't know this because I just grew up whereas two children has to grow up. And I was very, very happy because around me is my grandparents. There are 200, 300 farmers work for them. So I don't understand that time. But then when I grow, I understand between 4 at least 11 that I grow up not so normal like children in the city. I'm just like little Tarzan, kind of. I sing like a bird. I understand the birds even when they just, and I can smell a tiger when they close to me between 100 or 200 meters, because I know that specifically that what tiger need to kind of vegetables, not only the meat. That most of people just know tigers
only eat meat, but I know the leaves that tiger need to smell, that you recognize when tiger close to you. Also, when I jump in the river, there's so many crocodiles around. Then I recognize I swim quicker than crocodile because I just see crocodile on top of me and then just go deep. And I know the time when they had to go like a tourist in Bali, so they like the sun probably. So I know the time when the crocodile has to go to put their body in the sun, something like this. This is how I think my paradise in my life, the time. Est-ce que, Iwan, il y a un lien entre la manière dont vous avez grandi dans la forêt et la manière dont vous expliquez le développement de votre don naturel, par votre création naturelle? Est-ce qu'on peut faire un lien entre ce contact au niveau de la nature et une forme de sensibilité accrue? On peut dire les choses comme ça? Comment en tout cas expliquer ce lien s'il existe? As I said, you know, if you're close with the forest, you feel everything, you know. You understand how animals make a noise. You see the sky, whether it's cloudy or sunny. You feel your skin by the wind, kind of like this. And this kind, just because how I grew up. I'm not go to school to learn. But this is my life day after day. But then when I was 11, my grandfather started to remind me, hey, Iwan, you can't tell this to everybody, you know, you're different. I was thinking I'm not different because I was thinking every children close to me as my friend, they can do the same. How I feel, how I react, how I run, how I swim. And how also when I put my hand like this to, you know, maybe if some of you are sensitive, you can feel when I just put like this. You see, then my grandfather said, stop this. You're just 11. He said, why I have to stop? Yes, then I recognize after when I follow my father. My father is Air Force. He's very intellectual and very, for him it's without rational. You can't grow up. And he said, look, if I jump from the airplane or helicopter and I dream like you, I put my imagination like you, then I forgot my parachute. You know what happened? I pass away, he said. So it makes sense for me. But I said, that's why I stand and live with your father, is because my grandfather is his father. You know, I follow my dream. I said, you're not allowed to. You know, I start argument and he said to me, you make me headed. No. But, yes, you know, the territorial where my grandparents live only until 6th class. There is no 7th class. So my father said, look, if you want to follow like my parents, become a farmers, look up to the forest, then there is no school. Because school is only 6th class. I was 12. Then he said, it's your choice. Then I said, no, I stay to my grandparents. But after a week, or the second week, there is no friends anymore close to me because everybody has to move to another school. Well, I said to my grandfather, look, I think I'd like to go to school too, not only having fun in the forest. And my grandfather said, there is no school. Then I went to my father's house, the reason just because I want to go to school. Yeah. That's, then when you grow up, when I grew up in school, my father has cars and then said, once when I was a little bit
already between 15 or 16 years, assistant driver of my father was had crumb. He said, Iwan, I will die. So I said, what do I do? And he told me, look, you are a grandson of your grandfather. I said, yes, of course. But he said to me, your grandfather is the greatest healer, that people in the Rwanda jungle, if they just thought about my grandfather, whatever they thought, your problem goes away. I said, no, it's impossible to me. But he said, look, this minute, if you not help me, I will die. Then I was like, that you know everybody now as a Reiki. But I just know my grandmother, when people just come to her, they just not touch, just like this. And I was in panic because she said, I will die. I said, okay, I did this, and then 1-2 minutes after, he said, oh, my problem is gone. Then I start, everybody kidding me. My grandmother, when I was 4, she cannot sleep, and she asked me to put my right hand on top of her heart, then she can sleep like deep, very deeply, like you inject for maybe 500 grams or something. Then since then, I was thinking everybody kidding me. I'm not possible, because for me to heal people just like you put here in modern society, we put on and off. That's it. There's nothing extraordinary about me. And how is your forest now? Because it was like, comment était... J'ai switché. Comment maintenant la forêt dans laquelle vous avez grandi enfant, avec toutes ces descriptions des animaux, de la faune, de la flore, est-ce que quand vous retournez à Sumatra chez vos grands-parents, est-ce que c'est toujours la même forêt? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment vous pouvez expliquer une telle évolution? Well, our forest is gone. It's very sad. And during the earlier of 70s, after the military regime so hard to take over by the civil government, Sukarno, he started with the project we call it irrigation and transmigration, to change people from other island to another island, from Java to Sumatra, where we live. Then they start cut the trees, selling by the JICA. Maybe you heard, JICA is Japan International Corporation Agency. Very, very big company. And they said this, put the project, irrigation and electricity. Until now it doesn't finish. You see, they start early 70s. Now it's 2019, the project are not finished. It means that inside they just want to cut the forest. After they cut forest, they're selling the cars, Toyota and everything. You see, when farmers not accept, military regime will call your socialist, your communist. Then everybody, of course, is scared. They're just farmers. So if we come back to the home of my grandparents, the home is empty. You can play football inside. There is no others. I remember my grandmother plants flowers and collect flowers every early evening. There is no flowers anymore. There is no river. There is no crocodile, nothing. There's only left over there is palm plantation that we call it palm oil. That's maybe become part of cosmetic, or become of Nutella, or to put in your bread or something like this. This is what my forest. So if I go back to
my country, I need the forest. So I have to close to the forest. But my jungle is gone. Alors, des élections très importantes. So very important elections were held this year to elect or re-elect the president in 2019, and Joko Widodo, who is supposed to represent change, and he's one of the only presidents of Indonesia who is from a grassroots movement. You say he's the best chance that ecology has, that the defense of environment has. But nowadays, the government is still selling the forest. And why do you think that Joko Widodo is today the best candidate in the light of what is happening to the environment? Mr. Joko Widodo, it's not kind of similar like me, but he developed in the slums, territorial. There is not really house that but it's not fixed house when he was a child. So he grew up just because he wanted fighting to have education. The other side, Mr. Prabowo is probably son-in-law of the regime military of Suharto. So, of course, after 32 years exist as a military regime, they took up every single thing, money, oil, gold mining in West Papua. So they are part of maybe 0.01 the richest in my country. He has a chance because he has a lot of money. So we work, me including, to support Mr. Joko Widodo, because if we not help him, then another second military regime will exist, by called democracy. So one of the reasons I support Mr. Joko Widodo, and he proves this. He proved to protect the forest during he's in power the last 5 years. Earlier of 2014, just take over the office. Burning forest goes down. But it's sad this year because we have El Nino. We have El Nino, and El Nino it's make wind and hot wind, and it's make the trees, even just trees by trees like this, it's make fire. But we have also under the land, very close. This also it's very dangerous, like grass. But this grass is dry. You can just put like a little things like this and then they get burned. Otherwise, there's some, of course, the big company who concerned how to make bigger the palm plantation. Year after year, they try to mix. And this man alone, Prabowo, son-in-law of Suharto, he's at least had 2 until 3 million hectares in several islands in my country. So it's brutality. If we understand equality, to support him, his ex-military and his son post-military regime, who exists 32 years old. That's what makes Mr. Joko Widodo very interesting to support. And he's also leftist. I am a leftist. Donc, si j'avais une dernière question, mais on pourra peut-être décortiquer selon vos réponses. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que le syncrétisme, et peut-être vous pouvez le redéfinir, ce syncrétisme, est-ce qu'on pourrait dire que le président Joko Widodo a affaire avec le syncrétisme?
Et est-ce que, selon la définition qu'on donne à STER, est-ce qu'on pourrait dire que syncrétisme et politique font bon ménage, peuvent marcher ensemble pour protéger à la fois les personnes et les forêts, en tout cas dans la culture de votre pays? Yes, of course, because deeply before the religions, we believe on every single trees have a soul, and every single a river following the elements, they also have a soul. So people, even though they have religions, but inside themselves, they really trust inside their soul. They had to close to the natural. By the politics, also in my country, if you not just want to care about your power without respect with the natural, this is very impossible to be a power. Even the military regime alone, he used the powers, what we believe we call syncretism, but he used in a very, very bad way to notice, to exist him as a power. So until now, yes, until now, every single a president has to exactly what we believe on the Mr. Joko Widodo or to do this. You can imagine he grew up in a slum family, no money, no house. We cannot say he's homeless but his house, if it's very big raining and very big wind, it's will damaged by the river. So for us, it just sign he came from another dimensions to send us in our country to be a president. We still have a very big capitalism, big money that belong from the Suharto. Suharto is not alone, Suharto is a clan. And they want to stop him being a president, but they didn't succeed. And being this, we really believe inside, it's not only just because he's Joko Widodo, but deeply inside, he's also kind of reincarnation, what we believe. Alors je pense que je vais peut-être laisser sur la parole au public, si vous avez justement des questions, des sens, pour donner un petit peu plus creuser. Juliette, tu avais des indications peut-être pour les questions également, je crois qu'il faut se connecter. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez lever la main si vous avez une question, appuyer sur le bouton qui est sous le micro et puis votre micro se mettre en marche. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, alors le bouton qui est sous le micro. Voilà. Merci, je vais lancer l'aventure. Merci, j'ai en partie lu le livre et votre trajectoire m'a absolument fascinée, même si je ne connais pas du tout cette région du monde. Ma question porte plutôt sur un aspect qui n'a pas été évoqué, là, c'est la question de la politisation de cette forêt, c'est la question de sa protection. Est-ce que c'était au moment où vous êtes rentré dans l'activisme, vous êtes rentré par cette politisation de la forêt, ou ça a été uniquement à travers les droits humains et ça a été la porte d'entrée dans l'activisme? Et à l'heure actuelle, quel est l'état de la politisation de la forêt? Est-ce que c'est une question politique dont les populations s'emparent? Merci. Yes, but very little. Not the main subject because you see, most of the people they think
being a farmer, to have land, look after the land, and this is not what everybody will dream during their entire life. You know, they go to school, you have education, you go to the city and being professional. But that's make easy people to take their land, because there is no one left over. As I said, the case of my family, my grandparents' house is empty now. You can play football inside. You see, this education, the question is, you think education make you clever or make you stupid? Because you have your house, you have your lands, let's say not 1 million of hectares, but at least 100 of hectares. My father said, hey, don't go there. Look, you will bring every day average maybe 50, 100 kilograms. Look at me, I have only one gun, and then. You see, by these things, back to your questions, there is no main subject. But when the forest is burning, dance has become a subject. You know, children are go to hospital, there's the baby, maybe it's because of so damaged for a couple of days, burning forests because of El Nino, I said. Then it's big issue, but not because of election. Just because, of course, because they want to hide it. Then they stop the newspaper to make a big news. You know. So they put money to make a newspaper do not cover of this case. Thank you for your question. J'ai une double question. Qu'est-ce que vous entendez par syncrétisme? Est-ce que c'est une espèce de salade de fruits religieuse où on met tout à l'intérieur, ou quelque chose qui a vraiment rapport à la vie d'esprit, quelque chose de plus haut? Et pourquoi vous attendez un homme providentiel? Pourquoi le peuple indonésien ne prend pas son présent en main et qui se bouge les fesses et qui fasse en sorte que les choses changent? Peut-être que c'est ça le nouveau paradigme social. Merci de répondre. Well, syncretism is kind of if you hold something. Or let's put it that way, we have so many cases, the trees, when you try to cut, then who cut the trees, they get ill, and sometimes they get also fever and so on. There's some kind of, or probably the inside, you know, living the one trees, maybe the snake, birds, of everything. And this is the soul, you know. So this is what people believe, thousand years. How you can kill the one trees? There's maybe hundreds of thousands of other parts to live there, and you cut the trees. You kill everybody there. I mean everybody, not only human. Can be snake. It's maybe one bird singing, and then you got birds in the trees. Or maybe it's little, or orchid. They make a flowers orchid. Everybody like orchid, you know. But orchid need the trees to hang, to live life. That's what we call syncretism. If you hold, you feel it by your heart. You feel the souls inside the trees. That's syncretism. If you can explore the trees into your body, then it becomes your power. It's your respect. Then people can see you, how you respect with the trees. You can respect to other people. That's syncretism. And why, the second question, why I believe in Mr. Joko Widodo. He raised me
less burning forests. The last 4 years. But it's happened in El Nino, as I said. There are people who make a bigger the palm plantation. They always try to burn the forest. After forest burn, they take over the forest. And they put palm trees again. So, capitalism reasons. There's too theoretically maybe, but its fact is like this. Juste pour essayer de répondre aussi à votre question, Iwan, vous me disiez que en fait, le problème d'Indonésie, c'est que les règles sont bonnes, le peuple s'est élevé contre tout ça, mais c'est la manière dont c'est appliqué. Parce que si j'avais bien compris, il y a toujours encore une corruption persistante et que c'est très très dur à combattre pour changer. Donc il se bouge effectivement, vous avez raison pour la question, mais que c'est compliqué à mettre en œuvre. Est-ce que c'est une piste de réponse? Yes, of course. The worst part of the burning forest, not only burning forest, also corruption. The biggest subjects now in my country too. Because by the rules on the table, you're not allowed to cut a forest, a burning forest, but under the table, how much you can pay. So it's a part of the problem, or biggest problem in my country, is a corruption. Every single part in my country. So, yes. Je suis journaliste, je vis entre la Suisse et le Brésil, et ce qui me frappe beaucoup en ce qui concerne notamment les populations indigènes au Brésil, qui sont effectivement des populations qui ont un certain syncrétisme avec la forêt, ou en tout cas qui l'utilisent de manière durable, c'est leur isolement. Et leur isolement, non seulement entre elles à l'intérieur de l'Amazonie, mais leur isolement par rapport à d'autres peuples comme le vôtre, qui essaient de se battre pour le même syncrétisme dans la forêt. Quel serait le chemin pour renforcer ces courants-là au niveau international et arriver à intervenir vraiment dans les politiques mondiales sur la préservation de la forêt? Merci. Thank you. It's very interesting. Well, when you live in Basel, I know Bruno Manzer. He got kidnapped by the military Malaysia in Borneo, North Borneo. Is until now whether he died or not, but he just disappeared. Yes, we have not only Dayak, these indigenous people we call Dayak inside the Borneo, and in Malaysia is Sarawak. Probably now some activists. I was also there when I was a bit young during university. I was close to Dayak. And in Sumatra alone, we have also, in Mentawai, for example, we have also indigenous people. But yes, because you see, they live like very naturally. They close to you. They smell like forest. It's not the common smell if you live in the city. Then you start like this. And their language also, it's not like a city language. The language is from 1,000 years ago. It's not easy to understand them. And we do not contact, yes, between the city and where they live life. But what concern for this palm plantation company, this is the concern. They just put them away. And the city people, it will not have what you call information, not except the activists.
who really like to care. Thank you, sir. Very interesting. Il y aurait deux peut-être questions qu'on peut prendre. On attend. Oui, alors. Deux questions groupées ou peut-être avec les unes à la suite des autres, Philippe Levet et Hassan. Oui, c'est une question au guérisseur que vous êtes. Quand un homme meurt, son corps physique disparaît, mais il semblerait que son âme continue à vivre et à suivre une évolution. Qu'en est-il de l'arbre? Est-ce que quand un arbre meurt, une partie de lui reste dans sa matrice invisible? Et si c'est le cas, peut-on espérer, après tous ces désastres, une renaissance de la forêt? Possible and impossible. Let's put it that way. Because if the forest is gone, reincarnation of the forest, we have to plan again. The only things. For the souls, well, the souls. We start talking about the philosophy. Sorry. The soul is in some dimensions that you can only figure out by your experience. That I believe. So, how being a healer, of course, you have to connect soul by soul. Without this, you can't touch soul without to understand your soul first. This very basics. I can't explain more, otherwise we become a Congress healer. But I like to more connected also by the environment. Thank you, sir. J'ai juste une question, je voulais savoir la situation au niveau des jeunes. Est-ce qu'il y a une mobilisation aussi des jeunes là-bas, comme on voit un peu partout dans le monde? Comment ces jeunes sont sensibilisés ou bien quel impact un peu sur la société? No, they didn't. As I said, me alone, when my father asked me to go to school, I had to let my grandparents land. So the time I had to put away or to forget a little bit because I started living in a little city where my parents live. So what the imagination of people when they go to school, they want to have profession because they go to school one day. Doesn't matter. There's medicine, there's law faculty, and philosophy and economy. So why they have to go to school? To look after the forest. It's nearly not. But what we have to understand them or too close to them to make them understand, to give them information, hey, you don't need to go to school to understand forest. It's maybe need a time, but we have to speak to them, to make them understand. The question is, do we have to stop the school? It's another question. So how we mix together between school and to understand, to make people understand we care for environment, this is also important. Or we change all the faculty, only biologists faculty. It's also impossible. The very beginning we understand philosophy, the first philosophy is only main things, the way you are thinking. But it's not only subject that we can learn and to make people understand. Thank you.
merci à Django Music et à Django.